Bonjour, nous sommes au château Mondron à Charleroi pour rencontrer Graziella Ciuto. Mais si vous la connaissez, elle balance régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est en tant que conférencière qu'on la retrouve et elle a accepté de nous parler un peu d'elle. Venez. Bonjour Graziella. Bonjour Véro. Alors merci d'avoir accepté cette interview au pied levé. Ce soir, tu donnes une conférence pour les femmes, mais aussi avec les hommes. Et on va évidemment y venir. Tu es aussi une passionnée d'hypnose, mais ta carrière, tu l'as commencée en tant que comptable. Oui, effectivement. Je démarre une carrière en tant que comptable en ne sachant pas trop comment j'y suis arrivée. Je ne me rappelle pas un jour, adolescente, me dire tiens, j'ai envie d'être comptable. Voilà, je pense que c'était une erreur de parcours et ça a démarré comme ça, en tout cas ma carrière professionnelle avant effectivement de changer d'orientation professionnelle. Et tu as été maman très jeune, tu m'as dit à l'âge de 20 ans déjà. Aujourd'hui, tu as 3 enfants, dont une fille qui a, dans le destin, j'ai envie de dire, a totalement bouleversé ta vie, bousculé ta vie, je ne sais pas quel est le terme. Bousculée. Au départ, c'était bousculé, oui, effectivement. Donc, ma fille est atteinte d'une maladie génétique orpheline qui s'appelle le syndrome de Marfan et qui, à l'époque, en tout cas, m'a donné l'envie d'aller vers une autre orientation professionnelle. Oui, j'imagine qu'il y a aussi la phase d'acceptation de la maladie. Donc, avant de l'aider, qu'est-ce qui se passe? Tu t'effondres. Avant de l'aider, tu t'effondres et tu te demandes comment tu vas pouvoir dépasser ça, comment tu vas apporter à ton enfant tout ce dont il va avoir besoin pour pouvoir grandir, même si à l'époque son espérance de vie était comptée. C'est de se dire qu'est-ce que je fais avec ça et comment est-ce que je fais. Donc au début, tu t'effondres. Tu vois pas comment tu vas faire. Et puis tout doucement, au contact de ma fille, tu te dis ok, j'ai 2 choix. Soit effectivement je m'effondre et je ne peux pas être près d'elle pour l'aider, soit effectivement je me bats avec elle et j'essaye en tout cas de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien. Puisque c'est une maladie qui n'est pas en tout cas aujourd'hui guérissable, il n'y a pas de traitement qui est mis en place. Et l'idée c'était de se dire, ok, puisqu'on ne peut pas travailler sur du curatif, on va travailler sur du préventif. Et là a commencé mon premier job de chercher en tout cas ce qu'on pouvait faire pour être dans la prévention et de mettre en place tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse avoir la vie la plus normale possible avec ses souhaits et ses envies en tout cas de petite fille à l'époque. Et en préparant l'interview, tu m'as aussi parlé d'une certaine culpabilité qu'on pouvait ressentir au début. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux mamans qui traversent la même épreuve que toi et qui peuvent se sentir coupables? Je veux dire que ce sentiment, il est normal, il est là. Et la culpabilité est difficile à dépasser. J'ai réussi à la dépasser parce que je suis allée demander de l'aide auprès d'un psy pour vraiment me dire, est-ce que c'est moi qui ai fait en sorte qu'elle soit malade, puisque ça s'est construit dans mon ventre, ça s'est fait dans mon ventre. Et vraiment arriver à dépasser ça et de se dire, voilà, ici dans le cas de ma fille, c'est une malformation à la création des gènes, c'est ce qu'on appelle une néomutation. Donc on n'était ni l'un ni l'autre porteur du gène. Et c'est de se dire, voilà, c'est un coup de malchance. Je n'ai rien fait, effectivement, pour qu'elle soit malade. Mais ça reste quand même vraiment une culpabilité qui, encore aujourd'hui, parfois, est peut-être encore présente. Et le besoin, peut-être encore trop souvent, de la couver, d'être un peu trop dessus aujourd'hui. Puis une fois qu'on a accepté, l'aventure commence pour toi, puisque tu vas voyager pour essayer d'avoir des réponses pour ta fille, mais aussi pour les autres. Oui, je vais aller de colloque en colloque, aller rencontrer des médecins, ne pas être d'accord avec ce qui m'est livré dans le diagnostic de la maladie de ma fille. Le mot incurable, évolutif et le fait de dire, voilà madame, il n'y a plus qu'à attendre que ça se passe, parce que c'est comme ça que ça avait été dit à l'époque. Pour moi, c'était inaudible. Et c'est de se dire, je vais aller chercher de l'info. Donc on a vu pas mal de médecins, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on tombe sur Véronique Canella, qui est notre pédiatre à l'époque, et qui me dit, ok, je ne connais pas la maladie, parce qu'on en parle très peu au niveau du cursus médical, mais par contre, je vais faire mes recherches.
amenez-vous ce que vous avez comme recherche. Et elle me donne rendez-vous un soir chez elle. Et j'arrive avec 2 grosses caisses remplies de documentation. Et là a commencé un vrai partenariat avec un médecin qui est aujourd'hui vraiment quelqu'un d'important dans notre vie et qui nous a aidé à dépasser toutes les étapes les unes après les autres et qui gardait espoir depuis le début d'amener Amélie là où elle est aujourd'hui, une jeune femme de 21 ans qui grandit, qui s'épanouit, qui fait des études et qui nous donne surtout à tous beaucoup de courage au quotidien. Et tu m'as dit aussi que ta fille finalement avait fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que d'abord elle m'a donné la joie d'être sa maman, de me battre à ses côtés et de me faire grandir parce que j'ai été maman à 20 ans. Mon aîné m'avait déjà permis de grandir. Amélie a renforcé ce sentiment et c'est une battante, c'est une courageuse. Donc, tous les jours, depuis toujours, elle nous apporte ça et elle nous a forcément tous changé parce que du coup, on voit la vie différemment, on profite des moments plus intensément et même les petits chagrins, les petites difficultés, on les fête. Je donne souvent cet exemple, c'est parfois même quand on a raté son année et qu'on a 4 examens de repassage, on fête ça, on sort la bouteille de champagne. Ah bon ? Ça, c'est original. Et on se dit, tous les autres sont réussis. Il n'y en a plus que 4. Voilà. Et tu es une boulimique du travail aujourd'hui, sexothérapeute, thérapeute de couple, pratique aussi l'hypnose, on l'a dit au début. Et revenons à cette conférence qui est d'ailleurs déclinée d'un livre que tu es en train d'écrire, on ne va pas en dire plus. Et donc, le thème de la conférence que tu donnes ce soir, c'est comprendre les hommes. Pour ne pas les faire fuir ou pour ne plus les faire fuir. Ouais. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu as envie de transmettre ? J'ai envie de transmettre des vraies valeurs, des vrais messages, parce que les hommes et les femmes ont envie de vivre ensemble, on est fait pour vivre ensemble, même si on rencontre tous des difficultés. Et l'idée, c'était de se dire, de sortir de mon cabinet de consultation et d'aller porter le message de c'est possible, à condition qu'on se comprenne. Donc, c'est dire les hommes et les femmes, on est tous égaux, ça c'est vrai, mais on est quand même un tout petit peu différents. Et cette différence, elle s'exprime au travers de la communication et des comportements. L'idée, c'est vraiment que chacun fasse un pas vers l'autre. Et je le dis toujours en boutade, j'ai commencé par cette conférence de comment comprendre les hommes, parce que c'était plus facile, parce que l'homme est plus linéaire, et que du coup, une petite conférence, un petit livre, c'est suffisant. J'aime bien le terme petit. Pour les hommes, c'est petit. Donc pour la femme, ce sera très grand, et très compliqué surtout pour la comprendre. Ça demande un peu plus de travail. Donc je m'y suis mise, mais ça arrive. Mais l'objectif, effectivement, c'est qu'il y ait une autre conférence pour comprendre les femmes. Et l'idée, vraiment, c'est que les hommes et les femmes sont présentes à cette conférence pour vraiment échanger et comprendre que parfois des petites modifications de comportement peuvent vraiment amener à être heureux dans un couple. Très bien, moi je te suis pas mal sur les réseaux sociaux où tu es très active et on se pose vraiment la question de savoir, mais quand on passe le temps comme ça à s'occuper des autres, comment on trouve le temps de s'occuper de soi ? Parce qu'on a une famille, un amoureux qui te rappelle qu'il faut vraiment prendre du temps pour soi. Après, j'ai pas l'impression de travailler et quand je donne ce que je donne, ça me nourrit, ça me grandit et ça m'enrichit. Donc, je le fais aussi pour moi. Et puis, j'ai un amoureux qui veille effectivement à de temps en temps m'arracher à ma tâche de travail et à me dire que là, j'exagère un petit peu trop. Ah, l'amoureux que tu as réussi à retenir donc. Et là-bas, oui, c'est très très bien. Quelle est ta définition du bonheur ? Le bonheur, c'est des petits moments simples au quotidien. C'est vraiment être à la maison, par exemple, et être autour de la table et rigoler, amener un sujet de discussion et rire autour de ce sujet de discussion. C'est des petites choses vraiment simples dans la vie. Je ne cours pas après le bonheur. J'essaye d'être heureuse au quotidien et c'est la somme de petits moments heureux qui font effectivement qu'on est dans le bonheur. Encore une femme inspirante qui se donne les moyens d'être heureuse malgré les aléas de la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. À très vite pour une nouvelle émission qui, j'espère, vous inspire et vous fait du bien.